Indéniablement, la constitution tunisienne est et restera un objet de grand intérêt pour les juristes français et allemands. En préparant cette intervention, j'ai réuni quelques preuves de l'intérêt que suscite le processus constitutionnel tunisien à partir de mon propre exemple. Je n'en donnerai que quelques-uns pour aller vite. Bien que je fasse partie des membres fondateurs du laboratoire méditerranéen de droit public, je ne m'intéressais pas jusqu'ici particulièrement à la Tunisie. Pourtant, je donnais en février 2014 un sujet d'examen de droit constitutionnel français portant sur le commentaire du chapitre 2 de la Constitution tunisienne du 26 janvier 2014, chapitre consacré aux articles 21 et suivants aux droits et libertés. À la relecture, je me rends compte d'ailleurs que le sujet était totalement infaisable pour les étudiants. Cela arrive quand le professeur ne se met pas à la place de ses étudiants. Pourquoi avais-je donné ce sujet ? Pour que les étudiants débusquent et commentent deux aspects essentiels qui illustraient cet extrait, aux yeux d'un professeur en tout cas. Premièrement, la Constitution tunisienne est un laboratoire du constitutionnalisme moderne, en se faisant le réceptacle des avancées les plus notables de la protection des droits et libertés. Deuxièmement, il existe une nette volonté de conciliation des traditions musulmanes de la société tunisienne, traditions réelles ou supposées, constatées ou désirées, avec une grande modernité. C'est une banalité de le relever, mais la Constitution tunisienne est l'un des exercices, en tout cas aux yeux du commentateur étranger, les plus aboutis de compromis menant à la consécration constitutionnelle d'un nombre d'oxymores assez rares. Le compromis est l'un des exercices classiques des rédacteurs d'une constitution. Les étudiants en droit apprennent, en première année, que la plus ancienne et la plus célèbre des constitutions écrites, la Constitution américaine, est une solution fondée sur le fameux compromis du Connecticut. La Constitution tunisienne semble fournir une telle solution de compromis et le mouvement de balancier, parfois très perceptible, entre ce que nous appellerons les réformistes et les traditionalistes. Qu'on en juge. Au terme de l'alinéa 2 du préambule de la Constitution du 26 janvier 2014, je lis « Exprimant l'attachement de notre peuple aux enseignements de l'islam et de ses finalités caractérisées par l'ouverture et la tolérance, ainsi qu'aux valeurs humaines et aux principes universels et supérieurs des droits de l'homme, s'inspirant de notre patrimoine civilisationnel tel qu'il résulte de la succession des différentes étapes de notre histoire et des mouvements réformistes éclairés, qui reposent sur les fondements de notre identité arabe et islamique et sur l'acquis civilisationnel de l'humanité attaché aux acquis nationaux réalisés par notre peuple. » Nulle part ailleurs que dans cet alinéa n'est plus perceptible la tectonique des plaques, l'opposition parfois sourde et déterminée de deux camps qui doivent concilier leurs points de vue, car s'il y a deux tendances, il n'y a qu'une seule Tunisie. Que l'on ne s'y trompe pas, même si le monde arabo-musulman n'est pas au cœur du constitutionnalisme moderne, même si la littérature scientifique française ou allemande ne laisse qu'une part réduite au monde arabe, la science du droit public est loin d'être indifférente aux solutions proposées par le droit du monde arabe et du monde arabo-musulman plus largement. C'est le cas de ce que les privatistes, par exemple, appellent le statut personnel, et ce que les publicistes désignent volontiers par fédéralisme personnel. L'on désigne par ces termes les systèmes de droit permettant sur un même territoire d'appliquer des règles différenciées de droit civil en fonction de la religion déclarée d'un individu ou d'un groupe. Ce système multiconfessionnel est l'un des principes permettant la survie de la communauté nationale libanaise, par exemple. Commentant l'œuvre du grand juriste autrichien Karl Renner, et notamment son livre « Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen », l'autodétermination des nations, publié en 1918, le professeur français Pierre Ecapes écrit, je cite, « Nul doute à cet égard que le système pratiqué au sein de l'Empire ottoman
n'ait pas manqué d'exercer une influence sur les promoteurs de l'autonomie personnelle, dans la mesure où celui-ci l'aura pratiquée sous la forme du millet. Il s'agissait de communautés nationales de base confessionnelle, soumises à leur propre autorité religieuse, y compris sur le plan juridictionnel. Et je m'excuse auprès de la traductrice, car je devais lui donner mon intervention par avance, et je crois qu'elle est soumise à rude épreuve. Fin de la citation. Mais la Tunisie n'est ni l'Empire ottoman, ni le Liban. L'on doit garder à l'esprit, cependant, que le monde arabo-musulman constitue depuis longtemps un sujet d'étude de grand intérêt pour les constitutionnalistes, y compris de langue allemande. En ce qui concerne la France, les liens historiques que je ne ferai à personne l'affront et l'ennui de rappeler ont abouti à une grande proximité de structure et de terminologie entre la Constitution tunisienne du 1er juin 1959 et la Constitution française du 4 octobre 1958. Quant à l'étude de cette deuxième Constitution tunisienne par les juristes français, celle de 1959, le foisonnement des articles et des livres rend périlleux l'établissement d'une liste. Pour préparer cette intervention, nous avons dû faire la synthèse de quelques dizaines d'articles, de commentaires et parfois de courtes notes portant sur le sujet de la révolution tunisienne et de la nouvelle constitution du pays. Nous pouvons tirer de la simple lecture de la bibliographie une série d'enseignements qui n'étonneront personne mais méritent d'être énoncés puisque nous disposons d'une base justificative. En premier lieu, il existe une évidente disparité numérique entre les écrits de langue française et de langue allemande. Personne ne s'en étonnera. Mais cette disparité cache une autre réalité, une disparité d'origine des auteurs. Lisons une courte liste très incomplète, mais que nous voulons représentative, des auteurs de langue allemande. Antonakis Nachif, Börner, Schafki, Fat, Rohe, Soudani, Schäfer. Un auteur sur deux est allemand. Les publications en langue française sont dues, pour ne prendre que les articles publiés dans les revues françaises, à, je cite, Bakouche, Ben Achour, Ferchichi, Gelblatt, Groppi, Kerad, Sénac et Souheil, notamment. Il s'agit en très grande majorité d'auteurs tunisiens. Évidemment, les liens académiques, la communauté linguistique sont essentiels dans cette disparité. Il existe une communauté doctrinale tunisienne publiant en France et réduisant probablement la velléité doctrinale des collègues français. Mais il y a encore un autre enseignement auquel je ne m'attendais pas. La littérature en langue allemande sur le sujet est essentiellement produite grâce au soutien des Stiftungen, des fondations de droite allemandes. Il s'agit essentiellement d'analyses courtes, mais produisant une excellente synthèse des enjeux. Tout ceci étant dit, la littérature sur la révolution tunisienne et sa constitution subit un voyage, un effet d'acculturation vis-à-vis du lecteur. Le premier effet de ce passage de frontière est une relative neutralisation du positionnement politique. Le débat constitutionnel tunisien est en effet tributaire d'équilibres politiques et d'équilibres personnels dont la lecture de la littérature juridique ne peut faire la synthèse. C'est notamment le cas des équilibres ayant eu lieu dans la rédaction de la Constitution, mais comme disait Bismarck, la loi c'est comme la saucisse, il vaut mieux pas savoir comment c'est fait. Le débat constitutionnel tunisien est tributaire de ces équilibres. Mais une autre question, plus pernicieuse et plus profonde, se pose également. La littérature juridique sur la Tunisie exprime-t-elle un point de vue équilibré, ou bien ce que nous appellerons les réformistes, par opposition aux traditionalistes, sont-ils majoritairement représentés à l'étranger ? La réponse nous semble assez évidente. Les réformistes sont majoritaires dans la littérature juridique en langue française et allemande.
Il peut difficilement en être autrement. Le droit constitutionnel contemporain est l'enfant du constitutionnalisme moderne. Qu'est-ce que le constitutionnalisme? Je ne le rappellerai pas, puisque ça a été fait excellemment par l'intervenante précédente. Or, dans ce mouvement du constitutionnalisme moderne, la Tunisie est un exemple majeur. La lecture de la constitution tunisienne laisse, nous l'avons déjà dit, ce sentiment de rencontre entre tradition et modernité, mais son intérêt réside autre part. Même si certaines dispositions resteront probablement longtemps de peu d'effet, comme la garantie constitutionnelle de l'environnement, l'on a la conviction qu'une partie des dispositions les plus importantes trouveront à s'appliquer et ne resteront pas lettres mortes. C'est que l'on a le sentiment qu'il n'y a pas de fort hiatus entre le texte constitutionnel et la constitution sociale de la Tunisie. Le terme constitution sociale a été popularisé par un célèbre auteur français, Maurice Horiou, pour désigner des principes essentiels régissant l'ordre social, singulièrement quant aux droits et libertés du citoyen. Certains, comme nous-mêmes, utilisons le terme constitution sociale pour désigner l'état de garantie effective des droits et libertés. Pour utiliser encore un terme plus explicite, disons que la constitution sociale est la constitution réelle d'un État, l'état de sa société. Lorsque le préambule de la constitution tunisienne appelle à garantir, je cite, « l'égalité de tous les citoyens et citoyennes en droit et en devoir », l'on peut accepter l'idée que la disposition trouve effectivement à s'appliquer. Même si c'était écrit, on aurait du mal à imaginer que la disposition soit effective dans d'autres États, notamment au Moyen-Orient. La Tunisie est donc la caisse de résonance du constitutionnalisme moderne. Et elle devient, maintenant qu'il faut mettre cette constitution en œuvre, un laboratoire de l'état de droit. Je conclurai en énonçant simplement les deux idées, parce qu'il ne s'agissait que d'une introduction, devant structurer mon propos. D'abord, le fait que la Tunisie est effectivement la caisse de résonance du constitutionnalisme moderne à travers tous les exemples, notamment du chapitre 2 de la Constitution que nous avons à peine évoqué, la liste des droits et libertés. Et par ailleurs, le fait que la Tunisie soit aussi un laboratoire de l'état de droit, car, et cela a été dit, la Constitution est rédigée, maintenant il faut encore la mettre en œuvre, et c'est le grand défi des années qui viennent et le grand intérêt que portera, je n'en doute pas, la littérature française et la littérature allemande au processus démocratique en cours. Je vous remercie.